Les rencontres d'options, la revue de l'UGIC CGT, Clément Olivier. Été 2024, violences sexistes et sexuelles, la face cachée du travail, 3 podcasts en public enregistrés au CEDIAS Musée Social à Paris. Deuxième temps de cette série de tables rondes en public et à podcaster avec la question de l'organisation du travail si les violences sexuelles et sexistes impliquent nécessairement, bien sûr, un agresseur et une victime. Elles ne doivent pas être limitées à de pures anecdotes interpersonnelles, on l'a vu, qui les limiteraient à la sphère individuelle. Dans le travail, quel type de situations les rendent possibles ? Ils sont propices, voire les favorisent. Quels enjeux de management, de conditions d'emploi, d'organisation, y compris de temps et des temps de travail parfois informels, et quel rôle peuvent jouer les managers dans les entreprises, avec quelles limites ? On en parle avec nos 5 invités de cette deuxième table ronde. Bonjour Gaëlle Maillard. Bonjour. De l'UGIC CGT, dont vous pilotez le collectif Femmes Mixité. À côté de vous, Florence Chappert, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. De l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, où vous pilotez l'action Égalité intégrée. Brigitte Grésy, bonjour. Bonjour. Haute fonctionnaire de métier, vous avez été présidente du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, le HCE, et ancienne secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle. Caroline Dehaze, bonjour. Bonjour. Militante féministe, fondatrice et directrice associée du groupe EGAE, qui fait à la fois du conseil et de la formation sur l'égalité femmes-hommes et les VSS. Et Nicolas Souffeton, bonjour. Bonjour. Militant mutualiste, vice-président par ailleurs de la Fédération des mutuelles de France et à la tête également d'une mutuelle qui s'appelle Auxence, qui gère notamment des établissements de soins. Merci beaucoup à vous 5 d'être des nôtres. Gaëlle Maillard, commençons par vous. Vous en faites personnellement un objectif majeur en tant que militante syndicale d'intégrer les violences sexistes aux problématiques de santé-sécurité au travail. Oui, parce que on a effectivement on a évoqué sur la première table ronde la nécessité de formation de toutes et tous à la question des violences sexistes et sexuelles au travail et ailleurs. Je vais rester sur le travail pour l'instant, mais c'est important pour nous de se souvenir que d'une part, ce n'est pas juste un problème entre un agresseur et une victime. C'est déjà la première chose, qu'on est sur quelque chose de structurel. Je ne vais pas redétailler ce qui a été dit très complètement sur la première table ronde, mais il ne faut pas non plus s'arrêter là. C'est-à-dire que le premier risque que je vois, c'est de laisser complètement le sujet en disant, comme c'est un sujet complexe, j'ai besoin de me former, j'y connais rien, donc je vais me reporter sur la spécialiste de service, quel que soit son statut, qu'il s'agisse de quelqu'un dans l'organisation, dans l'entreprise, dans l'administration ou dans l'organisation syndicale. Donc c'est la première chose, c'est bien l'affaire de toutes et tous. Néanmoins, effectivement, on l'a dit aussi sur la première table ronde, on ne devient pas professionnel parce qu'on a eu une demi-journée de formation, et on ne devient pas écoutante ou écoutant parce qu'on a eu une demi-journée de formation ou même 3 jours de formation. Je suis syndicaliste, je ne suis pas travailleuse sociale, je ne suis pas psychologue, donc je le sais, et pourtant j'essaye de me former sur ces sujets-là depuis longtemps. Donc ça, c'est la première chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on est impuissant et qu'on n'a rien en fait à mobiliser sur ces sujets-là. Et les 2 choses qu'on peut interroger, on a évoqué la question, alors puisqu'on est dans une journée organisée par l'UGIC, il y a effectivement la question de l'encadrement des agents de maîtrise et de leur rôle à la fois sur le repérage et la sensibilisation et toute la nécessité que ces personnes en organisation d'équipe soient formés, mais il ne faut pas non plus qu'on se reporte uniquement sur des engagements relativement individuels en disant voilà, moi en tant qu'employeur je vous ai permis de vous former, donc c'est bon, c'est terminé. Il y a vraiment les questions des outils habituels qu'on connaît en tant que syndicaliste sur les questions d'organisation du travail et de santé et sécurité au travail. Et l'obligation de l'employeur, elle porte aussi sur la question des violences sexistes et sexuelles, alors là, pour le coup, je n'y reviendrai pas forcément ici, mais sur la question des violences conjugales qui vont également dans l'entreprise, dans les administrations. C'est-à-dire, le but n'est pas d'en faire un sujet comme un autre, mais de l'intégrer à l'appareil, l'outillage classique des syndicats ?
Oui, parce que c'est des choses qu'on connaît. Encore une fois, alors non, c'est pas un sujet comme un autre. Oui, il faut se former. En même temps, sur tous les sujets, il faut se former. Hein. Moi, si vous connaissez quelqu'un qui a la science infuse sur n'importe quel sujet, bon, c'est sympathique, mais moi, c'est pas mon cas. Mais néanmoins, encore une fois, on a la capacité de mobiliser des outils qu'on connaît bien. Le parallèle le plus simple, et en plus c'est des choses qui se croisent très souvent, c'est qu'on sait travailler normalement en tant que syndicaliste sur les dossiers de harcèlement moral. Bah, ça tombe bien parce que ça se croise. Enfin, ça tombe bien. Je suis un peu embêtée de le formuler comme ça, mais en tout cas, ça se croise très souvent avec les questions de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Et j'insiste au fait sur le fait de dire des violences, du harcèlement. Faut employer les mots parce que j'en ai marre aussi d'entendre juste des mots qui minimisent les choses. Le fait de les nommer et de les nommer pas en disant c'est des abus, il y a eu des gestes déplacés. Non, il s'agit de violence en fait. Posons les choses aussi clairement. Alors c'est pas toujours le même type de violence. Effectivement, une blague sexiste ou un viol, c'est pas la même chose. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Ça reste des violences en fait. Et il y a tout un continuum qu'on répète en boucle. Donc c'est la première chose, c'est nommer les choses. Et puis encore une fois, les dossiers qu'on sait monter, j'espère, sur les questions de harcèlement moral en tant que syndicaliste, il y a des outils qu'on peut mobiliser. Il y a d'autres outils aussi qu'on abordera sans doute sur les questions de santé au travail. Et puis il y a les questions d'organisation du travail parce que effectivement, être cadre, être femme très diplômée ou pas, ça n'est pas un totem d'immunité par rapport à la question de subir des violences sexuelles. Néanmoins, il y a des facteurs de vulnérabilité, d'exposition qui sont pas les mêmes et l'organisation du travail en fait partie. Être toute seule au travail, être toute seule confrontée par exemple à une clientèle, et ben voilà, c'est des questions d'organisation du travail sur lesquelles on peut et on sait travailler en tant que syndicaliste. On va les détailler un tout petit peu plus tard. Ces situations, Florence Schapper, dans votre travail, ce qui est central, c'est d'avoir une lecture justement organisationnelle. Qu'est-ce qu'une situation de travail sexiste ? C'est le titre de votre papier dans ce numéro d'Option. Alors qu'est-ce qu'une situation de travail sexiste, Florence Schapper ? Là, je prétends pas l'exhaustivité. Effectivement, l'ANACT travaille sur ce sujet seulement depuis 2019. Et c'est grâce d'ailleurs à un appel à projet du ministère chargé de l'égalité que l'ANACT s'est mise sur ce sujet et a commencé à considérer ce sujet non pas comme une question individuelle, juridique, mais effectivement comme un risque professionnel comme un autre. Et comme nous intervenons en prévention primaire, c'est vrai que la première enquête que nous avons menée, d'ailleurs c'était pour le ministère de l'Intérieur, et nous sommes allés sur le terrain pour identifier les situations de travail sexistes. Alors au départ, d'ailleurs, il y a 5 ans, on utilisait le terme de sexisme. Prévenir le sexisme au travail. Aujourd'hui, ça y est, nous utilisons, même en entreprise, le terme de violence sexiste et sexuelle au travail. Comme quoi, en 5 ans, quand même, les choses évoluent. Et donc, ces situations de travail sexistes, on en avait identifié une dizaine. C'était en équipe, à la pause café, avec un élu, en situation de management ou en situation de promotion ou dans les fonctions support. Bref, une dizaine de situations. Et c'est de ces situations qu'on a identifié ce qu'on appelle les facteurs de risque organisationnel. Aujourd'hui, on en a identifié 40. D'ailleurs, on fait travailler la petite équipe de l'UGICT pour nous aider à valider cet outil d'auto-diagnostic. Ces 40 facteurs de risque organisationnel, on les classe en 4 groupes. Tout ce qui touche à la mixité ou à la non-mixité et à l'organisation de travail, tout ce qui touche aux conditions d'emploi et de travail, tout ce qui touche aux relations de travail ou hiérarchiques, et tout ce qui touche aux questions de temps et d'articulation des temps. Des exemples peut-être, ouais. Oui, alors, quelques exemples génériques, et puis après, je ne sais pas si vous voulez que je spécifie par rapport au cadre ou assimilé, peut-être. Alors, quelques exemples. Organisation de travail, un premier facteur de risque, ce sont tous les secteurs à faible degré de mixité, que ça soit masculin ou féminin, dans le secteur de la mode, par exemple, ou de la petite enfance. C'est dès qu'il y a une répartition sexuée des activités et des tâches, surtout associée à une dévalorisation des métiers à prédominance féminine. C'est aussi des milieux, des organisations de travail où on constate beaucoup de pression. C'est là qu'on rejoint le harcèlement moral, pression sur les objectifs,
pression sur la satisfaction client, pression sur les délais. En termes de conditions d'emploi et de travail, bien sûr, tous les statuts précaires, ça vous le connaissez. En termes de conditions de travail elles-mêmes, c'est dès qu'il y a des situations de travail isolées, dès qu'il y a très peu d'autonomie, beaucoup de dépendance avec d'autres postes. Là aussi, on rejoint les situations de harcèlement moral. C'est également les situations de grande proximité. Grande proximité, c'est à l'hôpital, quand les corps à corps sont très proches. C'est aussi quand on est en déplacement, par exemple, fréquemment, le soir, etc. En ce qui concerne, alors bien sûr, conditions de travail, c'est aussi tous les métiers, les postes en relation avec le public. Et puis, sur les relations de travail, on a constaté une prévalence de violences sexistes sexuelles dans les milieux de travail à la fois très hiérarchisés et très peu hiérarchisés, les start-up, le spectacle, etc. Et puis, bien sûr, partout où il y a des collectifs de travail peu soutenants, des relations de travail dégradées, etc., ou des postes en relation avec des personnes avec une forte notoriété ou un fort pouvoir. Ce sont aussi des postes très exposés. Et dans la dernière catégorie, les conditions de temps et d'articulation des temps, dès qu'il y a des exigences de disponibilité, notamment le soir, dès qu'il y a du célibat géographique, dès que des situations de femmes enceintes, je l'associe aux questions d'articulation des temps, dès qu'il y a des horaires atypiques le soir. Un mot pour compléter de Gaëlle Maillard, est-ce que les entreprises en restent trop à une lecture individuelle par rapport à ce qui vient d'être dit? Il faudrait déjà qu'elles commencent par en faire une lecture partout. Ce serait déjà un bon début, que ce soit dans les entreprises ou les administrations. Bon, non, je ne suis pas gentille en fait. C'est pas le but. Mais c'est déjà commencer par quantifier les choses en fait. On arrivait il y a quelques années à développer des enquêtes qu'on portait souvent par des militantes syndicales, et le féminin est tout à fait volontaire, des militantes syndicales pour essayer de quantifier les choses et de dire, parce que ce qu'on pouvait entendre encore, alors un peu moins maintenant je pense, mais ce qu'on pouvait entendre c'est « Ah c'est vrai chez les autres, mais alors nous c'est nickel, vous voyez bien, il n'y a pas de cas qui remontent ». Quand on fait des enquêtes bizarrement c'est les mêmes proportions partout, j'ai quand même très étonnant. Donc maintenant, on a quand même plus de mal, je trouve, à mettre en place ce type d'enquête-là, parce que les employeurs se doutent bien que ça va quand même leur tomber dessus. Bon, mais il y a quand même quelques obligations qui sont censées faire. Alors là, pour le coup, je vais parler un petit peu des employeurs publics. On a dans les fonctions publiques, alors que ce soit à l'État, dans les hôpitaux, dans les collectivités territoriales, des plans pluriannuels qui sont censés favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, avec un chapitre obligatoire sur les violences sexistes et sexuelles. On s'est dit super, ils vont peut-être enfin s'emparer du sujet pour de vrai. Bah oui, mais comme il suffit qu'il y ait le chapitre et l'intitulé, et puis qu'on dise on va faire quelque chose, ou on va compter, on va peut-être s'interroger sur éventuellement s'il se passe quelque chose. En l'absence d'obligation, la bonne volonté suffit pas toujours en fait. Donc on a vraiment tout un travail. Effectivement, il y a eu des évolutions législatives dessus, mais il manque des bouts. Et puis il y a d'autres trucs qui existent. Pour revenir sur les questions de santé au travail, depuis 2014, les documents uniques d'évaluation des risques professionnels doivent être genrés. Bon, alors, je connais pas tous les DUERP, pour l'appeler par son petit nom, des entreprises, des collectivités, des administrations, mais pour le moment, j'en ai encore pas vu un seul qui soit réellement genré. Non, mais je sais qu'au niveau de l'ANAC, vous travaillez sur le sujet, donc je pense qu'il y aura un complément intéressant. Mais ça permettra aussi de dire c'est possible. Parce que quand on arrive en tant que représentante ou représentant du personnel dans les instances représentatives du personnel, en disant vous avez cette obligation-là, on va peut-être commencer par appliquer la loi, ce serait déjà un bon début. On nous dit, ah oui, mais vous comprenez, c'est trop compliqué, on ne sait pas faire, est-ce vraiment pertinent? Ah, c'est pas très scientifique comme approche, on me l'a dit, ça je l'ai vécu en vrai. J'étais assez fascinée, mais là je peut-être plus Florence Laporte qui pourra compléter, parce que cette approche-là, vous prouvez que c'est possible en fait, encore faut-il le vouloir.
Brigitte Grésy, question organisationnelle. Vous, de votre côté, vous êtes beaucoup intéressée au sexisme ordinaire, c'est-à-dire quelque chose dans lequel baigne finalement la situation de travail. Comment d'abord on peut définir ce sexisme ordinaire? C'est quoi? C'est un bruit de fond? C'est un sexisme d'atmosphère, si je peux me permettre de paraphraser un certain ministre? Oui, alors, d'abord, juste peut-être une petite remarque. C'est que je suis très contente d'être là parce que ça fait plusieurs années, avec l'index qui est venu au premier plan de tous nos échanges sur l'égalité, d'une certaine façon, les partenaires sociaux, en tout cas les syndicats, avaient un peu disparu du champ, notamment des violences sexistes et sexuelles et de l'égalité au sens large. On ne parlait plus dans la presse, vous savez, dans les articles, que des questions de l'index. Et finalement, l'index réintégrait le plan égalité simplement quand les notes étaient inférieures à 75. Et heureusement que la directive transparence arrive, qui va nous permettre de remettre au cœur de tout le dispositif les partenaires sociaux et de le lier beaucoup plus avec l'index qu'aujourd'hui. Rappelez-nous, pardonnez-moi, ce que c'est que cet index. Ouais. Ah oui, bon, l'index qui a été ce qu'on appelle l'index Pénicaud, qui est normalement sur les écarts de rémunération, donc sur les questions d'écart de salaire, de promotion, sur l'augmentation qui est pourtant obligatoire par la loi de la rémunération des femmes au retour de congé de maternité, puis la place des femmes dans les 10 plus hautes fonctions. Tout ça, si vous voulez, mis à part le congé de maternité qui fait une incursion dans la question de la parentalité, c'est vraiment des choses qui sont d'ailleurs remplies par les services RH, qui sont présentées ensuite aux partenaires sociaux, mais il n'y a pas de négociation d'un accord. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup patiné sur la négociation des accords égalité pendant un long moment et on avait de la difficulté même à avoir les retours de la DGT sur le type d'accord. On a fait plein d'analyses sur les accords, mais si vous voulez, j'ai hâte que la transposition de la directive permette de mieux situer le rôle de l'index d'un côté, le rôle de la négociation collective et surtout de les lier. Pourquoi? Parce que dans la négo collective, il y a énormément de sujets qui ne sont pas pointés, qui ne sont pas ciblés par l'index, dont santé et sécurité au travail, dans les indicateurs de la négo collective, dans lequel, moi, pendant longtemps, j'ai voulu faire intégrer les violences sexistes et sexuelles, et ça ne l'a pas été. Et pour moi, je pense qu'un indicateur à part violences sexistes et sexuelles dans la négociation collective sur l'égalité, dans les 9 sujets, les 9 indicateurs, devrait être obligatoire. Donc, c'est vrai que, historiquement, face à la difficulté qu'on avait de faire appliquer les lois sur l'égalité, et Dieu sait si elles sont nombreuses, ces lois, lorsque j'étais secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, nous avions travaillé avec Marie Becker, qui est donc une juriste qui était chez les défenseurs des droits auparavant, sur ce qu'on a appelé l'agissement sexiste, qui a finalement été intégré en 2015 dans le Code du travail. Agissement sexiste, pourquoi? Parce qu'on voyait bien que les lois étaient là, mais on voyait des résistances insensées à l'application des lois. Des résistances qui se cachaient dans les moindres détails. Et donc, on a donné d'abord une définition du sexisme, qui est une double définition. D'abord, c'est une idéologie des croyances qui érige l'infériorité d'un sexe par rapport à l'autre. Vous avez deviné, c'est le sexe féminin. Et puis, ce sont aussi des actes, des comportements, des propos qui qui peuvent aller d'ailleurs, et c'est là où il y a la notion de continuum, qui peuvent aller depuis le sexisme ordinaire en passant par le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle, voire le viol, qui justement s'originent dans le sexisme ordinaire. Le sexisme ordinaire, un homme sexiste n'est pas forcément un violeur en puissance, mais un homme sexiste, le sexisme, crée dans les entreprises le terreau qui autorise les prédateurs à agir. Et c'est ça qui est important, c'est le terreau. Et évidemment, donc, on a le sexisme ordinaire, on a inventé cette idée d'agissement sexiste. Et à l'époque, on avait beaucoup travaillé sur les relations interpersonnelles. Donc, on a, nous aussi, fait une typologie du sexisme et des endroits où ce sexisme peut s'exprimer. Mais on avait déjà ébauché l'idée que le sexisme n'est pas seulement
interindividuel, il est aussi systémique, il est structurel, il y a le sexisme des organisations, et c'est plutôt là-dessus maintenant qu'on travaille. Et moi, personnellement, je travaille plus sur la question du temps, la question des mots et de la communication, et la question d'une transition obligatoire vers l'égalité qui doit accompagner la transition numérique et écologique, parce que sinon rien ne marchera, et que c'est cette transition vers l'égalité qui peut véritablement transformer les process. Donc, moi, je reviendrai peut-être après sur ces piliers que pour moi sont les... Peut-être un point sur la question du temps qui est très différenciée entre les hommes et les femmes. Oui, alors, la question du temps, elle est centrale. Alors, on parle toujours et très souvent du temps autour de l'enfance. Moi, je crois qu'il y a 3 temps à travailler au regard du sexisme. Il y a 3 temps. Il y a évidemment le temps de la naissance, le temps des congés parentaux, et vous savez bien tous les travaux qu'il faut faire autour de congé parental, le fameux congé de naissance, enfin, etc. Donc, il y a autour de la naissance où c'est l'enjeu père-mère. Bon. Et puis ensuite, évidemment, les conséquences d'un congé de maternité. Il y a le temps de tous les jours. Le temps de tous les jours. C'est-à-dire le temps de l'entrée, de l'embauche, le matin, le temps du soir, l'organisation du temps entre justement tout ce qui est réunion, tout ce qui est rétrécissement du temps, qui est du temps peut-être perdu, mais attention, pas du temps perdu au sens du temps que les salariés ont entre eux, le zèle, l'industria, pour qu'une équipe marche, il faut perdre du temps. On dit souvent que manager, c'est savoir perdre son temps. Donc, c'est pas perdre son temps au sens qu'on le gagne dans le don et le contre-don, hein, évidemment. Mais on a ça, c'est-à-dire le temps de tous les jours et l'organisation du travail de tous les jours, avec ce rite sacrificiel du temps des hommes qui utilisent le temps comme levier de distinction avec les femmes. Il faut bien qu'il y ait des gens qui rentrent s'occuper des enfants. Si c'est les femmes, eh bien, j'ai un avantage comparatif, compétitif, fort, quand je suis un homme. Développer rite sacrificiel, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le rite sacrificiel du temps, c'est-à-dire que les hommes considèrent que leur investissement dans le monde du travail est absolument prioritaire et que pour se faire remarquer de sa hiérarchie, et donc pour monter dans la carrière, il faut être toujours là, toujours présent, toujours disponible. Et la différenciation avec les femmes? Différence fondamentale avec les femmes, moi je l'ai vécu énormément, hein, c'est-à-dire que moi je suis fonctionnaire, il y a un moment où on part, et même dans les cabinets ministériels, hein, moi je partais à 9h du soir, je rampais quasiment dans le couloir parce que j'avais que des hommes, ils partaient à minuit et je faisais monter un plateau repas, mais moi j'arrivais à 8h du mat parce que mon mari conduisait les enfants et eux ils arrivaient vers 10h, enfin peu importe. La logique du temps est une logique d'exclusion terrible et de culpabilisation des femmes. Et puis il y a le temps tout au long de la vie. Moi je crois que la question de la formation, elle a absolument fonctionné à partir du moment où on a parlé de la formation tout au long de la vie. C'est pareil. Eh bien, il y a la parentalité tout au long de la vie. Parentalité au sens large, c'est-à-dire pas seulement les enfants, mais aussi les parents, mais aussi les collatéraux, et aussi peut-être la société dans laquelle on baigne, donc parentalité, solidarité tout au long de la vie. Parce que l'individu toujours performant, jamais malade, ça n'existe pas. Il est présent parce qu'il y a un écosystème autour de lui qui permet sa performance. Et donc, moi, je suis pour inventer un droit individuel à la parentalité ou à la solidarité, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué, je ne sais plus, des congés pour absence ou l'idée que, eh bien, le travail n'est pas tout et que, et pour finir, je dirais ça sur le temps. Moi, je suis un peu énervée par le terme articulation des temps. Alors, on a considéré que c'était un gros progrès par rapport au thème conciliation, parce que conciliation, on avait l'air de dire, il y a le travail et on concilie par rapport au travail. Articulation, c'est pas mieux, parce qu'en fait, c'est les femmes qui articulent. Bon, il n'y a que les femmes qui articulent. Et donc, moi, je pense qu'il faudrait parler de partage des temps, c'est-à-dire pas seulement le partage entre les hommes et les femmes, pour le temps parental et le temps privé, mais aussi le partage entre l'entreprise et la sphère privée, politique, sportive, enfin tout ce qui est hors temps de travail. Et ça veut dire reconsidérer complètement le temps du travail et le temps du privé. Et ça, c'est un gros boulot, mais ça passe aussi par le changement de vocabulaire.
Caroline Dehaas, ça fait des années que vous intervenez dans les entreprises avec votre entreprise EGAE, comme conseil, comme formatrice, parfois pour faire des enquêtes internes. Tout ce dont on a parlé là, tout ce qui vient d'être dit, sont des choses auxquelles vous êtes confrontés sur le terrain. De quelle façon et puis également théoriquement en tant que militante féministe. Alors d'abord, je vais faire l'optimiste de service, ce que je fais assez souvent. Moi, j'ai monté ma boîte. J'ai monté ma boîte il y a 10 ans. Il y a 10 ans, j'allais dans les entreprises où j'ai un souvenir d'un rendez-vous au ministère, des ministères sociaux. Donc genre il y avait 6000 agents, agentes, 75% de femmes. Et je leur dis, et sinon la question du harcèlement sexuel, ah non, il y en a pas chez nous. Il y a 10 ans. Il y avait 6000 personnes dans le bâtiment. Et donc, en fait, ça n'est pas possible. Non, je vous assure, on a eu 0 signalement. OK. Et donc ça, c'était il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, vraiment, j'avais ce sentiment de la pèlerine qui allait dans tous les endroits pour dire, et sinon, le harcèlement sexuel? Non, alors on peut peut-être bien parler de sexisme, mais harcèlement, non. Bon. Et donc, on avait vraiment l'impression d'être seul au monde. Enfin, c'était quand même le désert, quoi. Là, aujourd'hui, moi, mon entreprise, donc à l'époque, on était genre 3 salariés, enfin même une. Aujourd'hui, on est 45 et on reçoit chaque semaine une vingtaine de demandes d'entreprises ou de fonctions publiques pour travailler sur ces sujets-là. On est même obligé de dire, attendez, on n'est pas assez. Donc on recrute, mais on n'est jamais assez pour répondre à la demande. Donc ça me rend quand même très optimiste sur le fait qu'en 10 ans, on voit matériellement la société changer. Et on le voit dans les entreprises, on le voit aussi dans les médias, vous en avez parlé à la table ronde d'avant, il y a quand même des journalistes qui ont été licenciés pour des remarques ou des propos sexistes visant des femmes publiques. Ça n'arrivait jamais il y a 10 ou 15 ans. Donc moi, je suis très optimiste. J'ai l'impression que le monde bouge à toute allure et que parfois, ça donne un peu le tournis. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé à destination, parce qu'on part de tellement loin que le travail est quand même encore très important. Mais en 10 ans, je trouve que voilà, le monde a changé. Moi, il y a 15 ans maintenant, j'ai créé une association qui s'appelait à l'époque Oser le féminisme. Ça faisait genre très moderne. Genre, waouh, oser le féminisme. Enfin, excusez-moi, mais on créerait cet assaut aujourd'hui, les gens ne seraient, les gens rient. C'est genre bizarre, vous voyez. Oser le féminisme, oui, meuf, on ose quand même, c'est bon, quoi. Bon, vous voyez. Et donc, pour moi, tout ça montre quand même que les choses ont radicalement changé, et c'est très enthousiasmant. Sur la question ce que nous on observe dans les entreprises. C'est que ça a bougé, mais qu'en effet, cette question de la lutte contre le harcèlement sexuel, elle n'est pas uniquement vécue, je pense, comme des trucs individuels, parce qu'il y a quand même des entreprises qui font des plans de prévention collectifs, mais par contre, elle n'est pas pensée comme quelque chose de structurel, donc elle n'est pas liée à la question de l'organisation du travail, et elle n'est pas pensée comme un sujet de santé. Et donc ces deux éléments-là, organisation du travail et santé, elles sont aujourd'hui décorrélées de la question de la lutte contre le harcèlement. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait qu'on réussisse à faire, de reconnecter les deux. Je pense que ça renforcerait de manière très importante la lutte contre le harcèlement. Parce que, pardonnez-moi, si on ne fait pas ça, on va tomber dans un piège qui est, le travail émane de la société est sexiste, mais elle évolue, donc le travail suivra. En fait, c'est le piège de l'œuf ou la poule, quoi. Pour moi, le piège, c'est surtout que si on ne lie pas les deux, on va pas réussir à faire disparaître, j'en sais rien, mais en tout cas à faire réduire de manière structurelle le harcèlement sexuel. C'est-à-dire que si on ne fait que, je mets des guillemets à que, parce que déjà si toutes les entreprises de France et toutes les administrations de France faisaient ça, ça serait déjà super. Mais si on fait que de la formation, un dispositif de signalement, en gros tout ce qu'on doit faire pour prévenir et traiter les cas de harcèlement, déjà ça serait énorme. Le monde changerait déjà radicalement. Bon, mais ça sera pas suffisant. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de penser à, OK, l'étape d'après. Une fois qu'on a fait ça, c'est quoi l'étape d'après? Et pour moi, une des étapes d'après, on a parlé des violences au sein du couple, par exemple, ça peut être une étape d'après de penser ça. Je pense qu'une des étapes d'après, c'est de penser l'articulation entre le sexisme et le racisme, ou le racisme, ou l'articulation entre le sexisme et toute la haine anti-LGBT, par exemple. Ça, c'est l'étape d'après, pour moi. Nous, au quotidien, depuis 2 ans, on voit monter dans nos formations le racisme de manière très très flippante. Il y a 10 ans, au moment de la manif pour tous, on avait dans toutes nos formations des trucs sur la théorie du genre, sur la complémentarité femmes-hommes. On avait vu monter le sexisme en fait et la misogynie quoi, et l'homophobie. Et là, depuis 2 ans, nos formateurs et nos formatrices sont confrontés à une montée du racisme, et notamment nos formatrices femmes racisées sont confrontées à des stéréotypes racistes, à des remarques racistes ou islamophobes
Enfin, on n'avait jamais vécu ça à ce point-là. Donc il y a vraiment, pour moi, l'étape d'après, c'est aussi ça, c'est de penser l'articulation entre le sexisme et les autres formes de discrimination. Et peut-être juste un mot pour dire ce que nous, on observe sur le terrain dans les entreprises en termes de facteurs de risque, parce que par rapport à ce que vous disiez sur les différents facteurs de risque, il y a évidemment toute la question de l'organisation du travail dont vous avez parlé. J'en rajoute qui peuvent sans doute se glisser dans les facteurs de risque que vous avez cités. Le premier, c'est la question du rapport au travail. Et là-dedans, je mets deux trucs. Je mets la frontière vie pro, vie perso. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement de travail où tout le monde est pote, où tout le monde passe les soirées ensemble, où en fait il n'y a plus de frontières entre le moment où on est entre potes et le moment où on est au travail, ça c'est un énorme facteur de risque pour des violences sexistes et sexuelles. Deuxième, pour moi, facteur de risque, quand vous êtes dans un environnement militant ou dans un environnement engagé qui se pense supérieur sur ces questions-là à la moyenne. Non mais chez nous c'est pas pareil. Non puis par ailleurs, non mais chez nous on sait que c'est des blagues, hein. Non mais chez nous c'est pas pareil. Bah ça, pour moi c'est genre alerte rouge quoi. C'est genre ok, ça veut dire généralement que c'est pire en fait quand vous dites c'est pas pareil. Bon. Et puis on attend plus des milieux militants bien également, sûr. Donc ça fait un pire effet. Ouais, il y a un truc d'exigence plus forte de la part des salariés. Moi je le sens dans mon entreprise. Hein. Je veux dire on est maintenant 45. Comment vous dire que le niveau d'exigence de la CGT que je salue. Des salariés et genre au max quoi. Genre Caro, tu peux pas aller à une table ronde de l'UGICT et puis après faire n'importe quoi dans la boîte quoi. Donc voyez, mais c'est bien, c'est super. Mais donc ça c'est normal que le niveau d'exigence y soit élevé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans les milieux engagés, il y a une sorte un peu de relâchement parfois ou nous c'est pas pareil, on sait donc c'est bon. Dans le rapport au travail, je dis autre chose. Je pense qu'il y a pour moi, et ça je sais pas si c'est analysé comme facteur de risque, la question du sujet sur lequel on travaille. Quand vous travaillez par exemple sur les violences, en fait vous êtes impacté par ça. Et moi je vois ça personnellement quand je mène des enquêtes sur des sujets très difficiles. Je vais avoir une sorte au travail d'évacuation et je vais commencer à parler de violence de manière totalement inappropriée. Je vais dire des trucs, donc je vais pas tenir des propos à connotation sexuelle qui vont atteindre la dignité des gens. Mais je vais commencer à lâcher, vous voyez, à déverser en fait toutes les émotions que j'ai récupérées dans mon travail. Et quand vous travaillez, par exemple, quand vous êtes journaliste et que vous travaillez sur les questions de pornographie, de pédocriminalité, quand vous travaillez sur des questions de sexualité, par exemple, il peut y avoir une sorte de flou artistique ou de flou qui s'installe et les limites de qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut pas dire dans un cadre professionnel, elles peuvent s'effacer. Donc ça, c'est sur le rapport au travail. Et puis, dernier élément, pour moi, il y a la question de l'exemplarité de la direction. Et dans l'exemplarité de la direction, qui est pour moi un facteur de risque majeur. C'est-à-dire que si vous avez un chef qui tient des propos sexistes, derrière, il y aura du harcèlement sexuel. Vous avez un chef qui harcèle sexuellement, en dessous, il y aura des agressions sexuelles. C'est mathématique. C'est-à-dire que l'exemplarité de la direction est un facteur majeur dans la lutte ou dans le fait qu'il n'y ait pas c'est pas suffisant, mais c'est un facteur majeur. Et dans l'exemplarité, je mets à la fois le comportement de la direction ou du management, mais je mets aussi la façon dont ils traitent les cas. Parce qu'on peut avoir des directions qui ne commettent pas d'agissement sexiste, de harcèlement sexuel ou d'agissement discriminatoire, mais qui ne vont pas traiter les cas en interne ou ne vont pas traiter les cas quand ça se passe chez les clients. Et je vous prends un exemple d'une organisation qui accompagne les CSE et que nous, on a accompagné. C'est nos clients. Donc nous, on les accompagne. Et eux, ils disent, chez nous, il n'y a pas trop de problèmes. Donc déjà, on fait, attendez, on va quand même aller regarder. Mais la réalité, c'est que les salariés de cette entreprise passent la plupart de leur temps avec vous, avec les syndicats, dans les comités, dans les CSE, dans les entreprises. Et en fait, le risque d'exposition à des propos sexistes, il vient plus de quand, notamment les consultantes sont seules dans des organisations, avec des organisations syndicales, que quand elles sont au travail. Et là, il y a un truc, moi je trouve passionnant à travailler, c'est comment l'entreprise réagit, protège et est prête parfois à perdre des clients. Et nous, on a mis ça en place à Egay, parce qu'on a on fait des formations, donc nos collègues partent. Voilà. Et donc, moi, j'ai des collègues, je termine, qui ont été victimes de harcèlement moral de la part de clients, ou en tout cas de comportements qui auraient pu être qualifiés de harcèlement moral, mis sous pression. J'ai des collègues qui ont été la cible de propos racistes ou de propos à connotation sexuelle. Et on a un protocole où directement, il y a une intervention de la direction.
Et on va parfois jusqu'à rompre le contrat avec le client. Et c'est mis par écrit pour protéger les salariés, y compris dans leur mission. Et ça, je trouve que c'est un champ d'action et de revendication syndicale qui pourrait être intéressant. Nicolas Souffeton, les patrons ne donnent pas de conseils aux syndicats. Mais voilà. Nicolas Souffeton, je vous ai volontairement présenté tantôt comme à la fois chef d'entreprise d'une mutuelle et militant mutualiste. Donc vous voyez ce sujet comme un sujet de santé, sécurité au travail et à la fois comme un objet politique. Donc là, c'est la série des interventions des patrons un peu atypiques, mais ce patron, mais aussi militant mutualiste. Et peut-être que la spécificité de la mutualité, c'est qu'on est un acteur du mouvement social qui agit dans le champ de la santé, mais qui agit aussi dans une logique de transformation sociale. Donc on se contente pas de une vieille campagne d'une mutuelle étudiante disait la médecine du capital ne soigne pas, elle répare les travailleurs. Et nous, notre problématique, c'est pas de réparer les travailleurs, c'est de faire en sorte qu'on puisse agir de manière à avoir un état de santé qui soit le meilleur possible à tous les moments. Et sur la question des violences sexistes et sexuelles, l'approche qui a en tout cas été celle de l'organisation dont je suis le président, ça a été d'abord de les traiter sur leur prise en charge dans le système de santé. Pas de traiter les causes, mais de comment est-ce que dans les établissements de soins que gère la mutualité, qui sont principalement des établissements de soins primaires ou parfois avec des secondaires, de voir comment est-ce qu'on pouvait agir sur cette partie-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous confondre avec les complémentaires santé, c'est ça, hein ? Alors, on est un tout, c'est-à-dire que la mutualité agit à la fois sur la couverture sociale de la population, donc les complémentaires santé, mais aussi sur l'offre de soins. C'est-à-dire que l'approche globale de la santé qu'on a, c'est il faut non seulement pouvoir soigner les personnes, donc avoir une offre de soins qui soit accessible, parce que si on a une offre de soins que les gens ne peuvent pas se payer, on n'améliore pas l'état de santé, et inversement, si on donne un chèque aux gens pour qu'ils puissent se soigner, mais qu'ils n'ont pas de médecin, sujet qui commence à devenir un peu présent sur le territoire français, ça ne résout pas non plus le problème. Donc il faut qu'on puisse avoir une approche qui soit globale et donc qu'on puisse agir sur l'offre de soins. Et cette approche-là, c'était de constater que trop souvent encore, l'offre de soins fait partie du continuum des violences parce que la prise en charge n'est pas adaptée, parce que les professionnels de santé ne sont pas formés et sensibilisés, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'attention, à mon avis, assez importante aujourd'hui sur les signaux faibles. Et les signaux faibles qui vont pouvoir être détectés dans la prise en charge médicale, dès l'accueil par la secrétaire médicale ou par la personne qui va être en premier niveau, mais aussi par le professionnel de santé qui doit pouvoir ensuite savoir aussi comment orienter. Donc l'approche a été d'abord de s'appuyer sur des initiatives prises par des professionnels de santé dans nos établissements qui étaient particulièrement formés et sensibilisés à cette question-là, mais ensuite d'étendre cette prise en charge à l'ensemble des professionnels des établissements pour faire en sorte qu'on puisse intégrer nos établissements dans des sphères d'orientation, de conseils, de mise en relation qui permettent des prises en charge qui soient adaptées. Avec une difficulté propre aux professionnels de santé, c'est que nous n'avons pas la capacité d'intervenir sur ce qui relève de la pratique médicale. C'est de l'ordinal, c'est de la responsabilité du professionnel et nous, en tant qu'employeurs, on n'a aucune possibilité de les obliger à pratiquer de telle ou telle manière puisqu'ils sont protégés par l'ordre. Et ça m'amène à une réflexion peut-être en lien avec la première table ronde, c'est qu'on est aussi des employeurs. Donc on salarie, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui travaillent en mutualité et plusieurs milliers de professionnels de santé. Et dans les cas peut-être spécifiques qu'on a, nous, en tant qu'entreprise, je partage complètement ce que disait Caroline sur le fait que quand on est une organisation militante, c'est parfois facile de se dire qu'on va se concentrer sur ce qui se passe à l'extérieur et la manière dont on va agir dans la société et moins sur ce qui se passe chez nous. Et donc ça, c'est des prises de conscience qui sont en cours et sur lesquelles on travaille. Mais on a deux sujets principaux. C'est d'abord la question des rapports de domination dans le système de santé. Le système de santé est profondément patriarcal et les rapports de domination genrés entre les hommes et les femmes, qui sont généralement les hommes plutôt sur des postes à responsabilité, je pense notamment aux médecins, que ce soit des médecins généralistes ou spécialistes, et les femmes qui sont souvent plutôt sur des fonctions d'accompagnement ou paramédicales, donc considérées comme hiérarchiquement inférieures. On a aujourd'hui vraiment à travailler sur ce qui se passe à l'intérieur des cabinets quand les professionnels de santé sont soit en présence du patient ou de la patiente, soit seuls. Parce que là, on est dans ce qui relève de la protection ordinale des professionnels de santé et on a parfois un regard qui n'est pas suffisamment, j'allais dire, attentif sur ce qui s'y passe et avec parfois un manque d'outils, y compris dont on pourrait disposer pour sanctionner ces pratiques-là. Et le deuxième élément, et ça fait écho à ce qui a été dit sur les personnes qui sont à l'extérieur, on a dans nos services mutualistes énormément de personnes qui travaillent dans l'accompagnement des personnes, services de soins infirmiers à domicile, accompagnement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap.
Et en tant qu'employeur, la difficulté, c'est que les comportements auxquels vont être confrontées ces personnes-là dans le cadre de violences sexistes et sexuelles ne relèvent pas d'acteurs qui sont des acteurs de l'entreprise, mais vont relever des personnes qui sont accompagnées et qui vont avoir des comportements sexistes ou qui vont avoir des comportements harcelants. Et là-dessus, c'est vrai que ça déporte la manière dont on doit travailler sur cette question-là, sur ce qui est la responsabilité de l'employeur, mais aussi sur comment est-ce qu'on gère la contractualisation avec les personnes qui commettent ces actes-là, mais aussi le lien avec les autorités qui, par exemple, quand il s'agit d'accompagnement de personnes âgées par des services de soins infirmiers à domicile, ce sont des services médico-sociaux où l'on agit pour le compte de l'État et où on ne dispose pas seul de la capacité d'exclure certaines personnes de l'accompagnement. Et donc ça veut dire que c'est aussi une conscientisation de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur cette question-là pour qu'on puisse nous disposer des outils qui, sur une base justifiée, nous permettent d'intervenir correctement. Et puis ça veut dire que quand vous saisissez des VSS, vous ne voulez pas faire ça à la place de la Sécu. Vous ne voulez pas remplacer la Sécu parce que sinon ce serait inégalitaire. Tout à fait. C'est, en fait, la problématique à laquelle on peut être confronté aussi, c'est notamment quand il y a des violences sexistes et sexuelles qui interviennent dans les entreprises et qui vont provoquer des arrêts maladie, qui vont provoquer des absences au travail, etc. Et on est parfois confronté, y compris à des militants syndicaux, alors rarement à la CGT, je vous rassure quand même, mais on est confronté à des militants syndicaux qui disent mais dans ce cas-là, c'est à la mutuelle de prendre en charge. Et là, je pense qu'on a un sujet, mais qui est un sujet politique pour nous tous, toutes et tous dans la salle, c'est que on ne doit pas positionner les complémentaires santé comme étant là pour prendre la place de ce que doit assurer la sécurité sociale et de ce que doivent assurer les différentes branches de la sécurité sociale. Il est extrêmement important, si on veut maintenir l'égalité entre toutes et tous dans la société, que le niveau de prise en charge et le niveau de couverture quand on est confronté au VSS et qu'on est obligé de se mettre à distance du travail pendant une période ne soit pas renvoyé à la politique prestataire de l'opérateur qui assure la complémentaire santé des salariés. C'est un droit qui doit être garanti de manière universelle, y compris parce que sinon on exclut tous les privés d'emploi, toutes les personnes qui sont en situation précaire ou les 4 millions de Françaises et de Français qui n'ont pas de complémentaire santé aujourd'hui. Et surtout, on a un outil qui a été créé pour ça et pour assurer cette égalité-là, c'est la sécurité sociale et il faut le défendre. Et le dernier point, c'est que nous, en tant que mutualistes, quand on intervient dans l'entreprise, on est parfois confronté à une situation paradoxale qui est que on est des militants de la transformation sociale et on veut faire évoluer les organisations. Et quand on travaille sur la question du sexisme et des VSS dans l'entreprise, on a des outils de prévention, des outils d'éducation populaire qui nous permettent d'intervenir là-dessus. Mais par contre, on est prestataire. Et notamment, celui qui décide très souvent de la complémentaire santé dans l'entreprise, c'est l'employeur. Et là, j'allais dire, la contradiction à laquelle on est parfois confronté, c'est qu'on ne peut pas aller au bout des actions que l'on voudrait mener dans les entreprises parce que l'employeur nous dit stop ou nous dit ça ne m'intéresse pas et je ne veux pas que vous interveniez là-dessus. Et là, on retombe sur la problématique relation client et prestataire, c'est qu'à partir du moment où l'employeur a la possibilité de changer d'opérateur de complémentaire santé dans un deuxième temps et qu'il prendrait prétexte qu'on a pointé qu'il y avait un sujet organisationnel qu'il fallait traiter et que lui n'avait pas envie de le traiter, on ne va pas au bout de la situation. Et là, je pense qu'on a aussi un travail à réaliser avec les organisations syndicales et avec les représentants du personnel qui sont dans l'entreprise pour qu'on puisse agir ensemble, pour qu'à la fois nous, on puisse être sollicités, notamment par les représentantes et les représentants du personnel pour intervenir sur ces sujets-là, mais surtout derrière, qu'on puisse aller jusqu'au bout et que ça puisse aussi servir aux organisations syndicales présentes pour pouvoir agir dans l'entreprise et transformer l'organisation. Florence Schapper. Oui, donc moi je voudrais revenir effectivement. Alors merci beaucoup pour l'enrichissement des facteurs de risque qu'on nomme d'une manière ou d'une autre, mais j'ai parlé de 40 facteurs de risque, c'est à l'infini et heureusement toutes les entreprises ne sont pas exposées à 40 facteurs de risque. C'est un outil de diagnostic que nous sommes en train de bâtir où chaque entreprise peut identifier les siens et surtout identifier les postes les plus exposés parce qu'il y a des facteurs de risque prévalents dans certaines entreprises. Il y a aussi des postes ou des activités plus exposées que d'autres. Toute chose n'est pas égale par ailleurs. Alors moi, je voulais revenir sur effectivement l'importance qu'on accorde à l'ANACT en matière de prévention, d'articuler ce qu'on appelle la prévention primaire, secondaire et tertiaire. On le voit, les entreprises, et vous en témoignez à EGAE, elles entrent beaucoup, enfin, ce qu'on a pu nous constater dans les interventions qu'on a menées, soit par ce qu'on appelle la prévention secondaire, c'est-à-dire apprendre à reconnaître,
à qualifier des situations de VSST. Ça passe par la formation, de la sensibilisation, etc. C'est fait de manière très, très variable, pas toujours avec des dispositifs qui permettent d'en parler dans le cadre d'un groupe, d'un échange. On voit beaucoup d'entreprises quand même qui se lancent à faire de la formation, sensibilisation en ligne, mais c'est quelque chose qui doit se discuter en entreprise. Sur la prévention tertiaire, c'est-à-dire les cas, un cas est remonté, il faut bien le traiter. Ce qu'on constate, c'est que les entreprises remontent très très rarement à la question de la prévention primaire, c'est-à-dire en tirent des leçons pour identifier quels sont les facteurs organisationnels de sexisme. Et pardonnez-moi, pour continuer la typologie, rappelez-nous du coup ce que c'est que la prévention primaire. Ouais. Alors oui, j'y viens. Juste pour dire que, par exemple, le fait de pouvoir qualifier un acte de VSST en accident de travail et du coup d'utiliser le fameux diagramme d'Ishikawa où on peut remonter justement les facteurs de risque, c'est un moyen de remonter à cette prévention primaire. Prévention primaire, c'est donc limiter, autant qu'on peut le faire, les facteurs de risque en amont. Et pour nous, on a 4 leviers essentiels. Le premier, en prévention primaire, bien sûr, tout cela dans le cadre d'un travail concerté entre les directions, les représentants du personnel, donc le plus souvent dans le cadre des CSE, voire CSA, c'est de faire un diagnostic de ces facteurs de risque, et également des mesures de prévention déjà existantes. D'où cet outil qu'on en a publié une version très allégée il y a 5 ans. Là, dans le cadre du kit que nous allons produire pour la fin de l'année, financé par le ministère chargé de l'égalité, ça sera un outil plus exhaustif, mais le PRST Occitanie, sur son site, a un onglet Santé des femmes, avec aussi un outil Excel qui permet d'aller assez finement dans ce repérage des facteurs de risque, ce qui permet, dans un deuxième temps, de passer au deuxième levier, qui est l'intégration du risque de VSST dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. D'une manière, je rappelle que ces facteurs de risque, ce ne sont pas des causes immédiates, ce ne sont pas des causes directes. Voilà. Alors, juste un petit mot par rapport au document unique d'évaluation des risques, dont on ne connaît effectivement que quelques exemplaires genrés. Le réseau Anactaract en a accompagné quelques-uns. Nous, on a repéré une dizaine de questions, une dizaine d'éléments méthodologiques. Déjà, avoir un comité, le comité qui élabore ce document unique, qui soit au moins mixte ou représentant de la population femmes-hommes de l'entreprise, qu'on y intègre les référents VSST, qu'on mobilise quelques données sexuées en santé au travail et concernant bien sûr les cas de VSST, qu'on n'oublie pas les unités à prédominance féminine, qu'on oublie en général toujours parce qu'il n'y a pas de risque professionnel. Ensuite, on a un item par rapport à la question de la situation de grossesse, le risque VSST, et puis 3 ou 4 autres items qui concernent l'adaptation du travail, l'adaptation de l'organisation des temps de travail, la question de l'usure professionnelle. Et nous allons publier à l'automne un guide méthodologique pour outiller les acteurs de la prévention. Alors, juste revenir au 3e item en prévention primaire, c'est ces mesures organisationnelles, parce que c'est bien beau d'identifier des facteurs de risque, mais faut-il encore en face identifier des mesures organisationnelles? Et j'ai en tête de ne pas regretter les effets dont on chérit les causes, n'est-ce pas? Oui, voilà. Et il y a le très bon guide du CNC, du cinéma, qui a pour ça fait des tableaux très intéressants avec la situation de casting ou de la situation de film où les personnes se retrouvent isolées, que faire, etc. Et en matière organisationnelle, bien sûr, on a des recommandations sur la mixité, par exemple, et le fait de ne pas introduire une femme toute seule ou une personne LGBT et la laisser de manière isolée. Voilà, on a des recommandations dans ce sens. Des recommandations aussi par rapport à la question des clients, des usagers, des bénéficiaires. Nous allons publier en juin 5 monographies de cas de démarches de prévention accompagnées par notre réseau. Et il y a un des cas qui se passe dans les services à la personne.
et qui a fait tout un travail avec les bénéficiaires. Le patron de l'entreprise étant prêt à perdre des clients pour éviter que ces auxiliaires de vie ne se fassent agresser au domicile. Ce n'est pas forcément par les bénéficiaires, ça peut être la famille, etc. Donc là aussi, on voit que de ce côté-là, ça bouge. Il y a aussi, on a des recommandations par rapport aux tenues sexuées. On sait que dans l'événementiel, nous sommes intervenus dans l'événementiel, les hôtesses d'accueil, voilà, c'est un facteur, si je puis dire, de risque. Et puis bien sûr, la limitation de la précarité, des contrats de travail. Tout ça, c'est des causes en amont sur lesquelles vous travaillez déjà au niveau des, si je puis dire, des conditions de travail. Et puis également une grande sensibilité par rapport à cette séparation vie pro, vie perso. Moi, je vois récemment un des responsables régionaux de la police d'une des régions de France qui me disait « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Moi, j'ai 2 facteurs de risque énormes. Mes policiers passent des heures dans les camions, ensemble, côte à côte, à se raconter leur vie. Et les violences, d'ailleurs, c'est pas homme-femme, c'est entre hommes. Et puis le deuxième grand facteur pour lui, c'était le célibat géographique. Le fait de muter les gens est un facteur de risque pour les victimes ou pour, si je puis dire, les auteurs. Et les règles pour les moments de convivialité, etc. Et puis le dernier point, vous êtes des acteurs de la négociation, c'est introduire ce volet violence sexiste et sexuelle dans les accords égalité. C'est prévenir les inégalités, parce que plus il y a d'inégalités de salaire, plus il y a de VSST, hein, c'est assez mathématique. Et puis introduire également ce volet dans les démarches ou les plans sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail. Or, nous, on est toujours très, très saucissonnés en France sur ces sujets-là. Voilà. Brigitte Grésy, votre vision de ces solutions, vous pensez peut-être pas en termes de prévention primaire, secondaire, tertiaire, votre vision des solutions à adopter? Alors, évidemment, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'ANACT et je vois à quel point tout ce décryptage, cette carte des facteurs de risque est absolument essentiel. Donc moi, je vais plutôt accentuer sur des sujets qui n'ont pas été abordés véritablement. C'est aussi tout ce qui est de l'ordre des process RH et de la communication publique. Je crois que, alors là, c'est évidemment le problème des RH de faire cela. Mais il y a dans les conditions d'embauche, dans les fiches de poste, dans tous les systèmes, si vous voulez, d'analyse des CV, toute une série de biais sexistes dont beaucoup ne voient pas qu'il y a des biais sexistes, et ils sont énormes. C'est-à-dire qu'on a quand même une binarité du vocabulaire, avec des connotations virilistes d'un côté, des connotations sur le care, l'empathie, la douceur de l'autre. Cette binarité stigmatisante est particulièrement dommageable dans tous les process RH. Et donc, on voit bien que là, il faut aussi que les partenaires sociaux regardent sur les annonces qui sont faites, sur les modalités de promotion, etc. Quel est le discours qui accompagne ? Parce que là, nous trouvons effectivement des empêchements importants. On sait aujourd'hui qu'une femme qui voit une annonce présentée comme étant plutôt du côté des hommes Des exemples de ces formulations qui sont virilistes ou... Très souvent, enfin moins maintenant parce qu'ils osent moins, mais c'était, par exemple, il y a une publicité Uber, je fais deux métiers, je suis conducteur et en même temps, je peux travailler dans une boîte de sous-traitance. Et pour la femme, c'était je suis conductrice Uber et je peux aller chercher mes enfants à l'école. Bon, mais ça, il y en a légion. Hein. Ou donc, les termes du genre avoir les épaules, ce genre de choses. Ou alors avoir les épaules assez larges. Hein. Elle n'a pas les épaules assez larges. Ça a été dit dans des concours de la fonction publique pour une femme, qu'elle n'aurait pas les épaules assez larges, et j'en passe. Donc, il y a tout ça. Il y a la communication interne et externe qui est centrale. Et je crois que là aussi, les partenaires sociaux, les syndicats, en tout cas, ont leur mot à dire. On a, au niveau des visuels,
Au niveau de la présentation des métiers, évidemment, très très peu d'équilibre. Et puis, pour finir, puisque je crois qu'il faut aller vite, il y a aussi la nécessité absolue que, au plus haut niveau de la direction, il y ait affichage de la tolérance zéro avec définition des actes prohibés. Ce qu'on nous dit tout le temps, mais le sexisme, on ne sait pas ce que c'est. Donc, grâce à l'ANACT, il va y avoir des facteurs de risque, mais même au niveau interindividuel, il y a une définition au niveau de ce qu'est le rire, au niveau de ce qu'est tout le sexisme sur la maternité, le sexisme bienveillant sur les postes de femmes leaders, le sexisme sur les injonctions paradoxales, le sexisme sur les incivilités en réunion. Tout ça, ça doit être démontré, présenté pour les présenter comme des actes prohibés. Et ça, c'est très important. Caroline Dehaze, vous parliez de quelle est l'étape d'après pour vous. Est-ce que justement les politiques publiques, elles peuvent impulser, inciter ou voire contraindre le changement de comportement des entreprises ? Alors oui, l'étape d'après, il y a l'étape au niveau entreprise et l'étape au niveau société. Au niveau entreprise, j'ai parlé des violences au sein du couple. Nous, ça y est, on commence à avoir des entreprises qui nous appellent pour former leur RH suite à la Convention internationale de l'OIT et à l'excellent travail de la CGT lors de la ratification de cette convention. On est contacté parce qu'il y a des entreprises qui sont confrontées à des faits de violence au sein du couple dans les équipes, pas entre des personnes de l'équipe, mais une personne de l'équipe qui est victime. Et les RH savent pas très bien se positionner. Donc il y en a qui disent « Ouh là là, c'est pas notre sujet », et puis il y en a qui font l'inverse, c'est-à-dire qui vont carrément jusqu'à aller porter plainte avec la personne, faire le soutien social et complètement sortir du cadre professionnel. Et donc on travaille avec les RH. Pareil, il y a un protocole, quoi. Moi, je suis très fan de protocole. Je pense que plus on met les choses par écrit et plus on fixe des règles collectives, plus ça protège. Donc ça, étape d'après, travailler là-dessus avec les employeurs pour que former tous les RH et les managers à la détection des violences. Les ministères sociaux avaient fait ça pendant le confinement, où ils nous avaient demandé de faire des vidéos. Donc c'est pas parfait parce que c'est une forme de e-learning, voilà, mais c'était le confinement, pour tous les managers des ministères sociaux, pour leur apprendre pendant le confinement. Donc on a fait une vidéo identifiée, une vidéo accueillir la parole et une vidéo orientée pour les managers des ministères sociaux. C'est quand même beaucoup de monde, pour leur apprendre à gérer si des femmes de leurs équipes, des personnes de leurs équipes étaient victimes de violences au sein du couple. Donc là, les violences au sein du couple, je pense, c'est voilà. L'autre piste pour moi vraiment, c'est la question du croisement des discriminations et comment est-ce qu'on pense la lutte contre le racisme, la lutte contre la haine anti-LGBT en même temps qu'on pense la lutte contre le sexisme. Et puis, nous, on a quelques entreprises avec lesquelles ça fait 4-5 ans qu'on bosse. Et franchement, on arrive à un palier où on se dit il faut qu'on invente l'étape d'après. C'est les entreprises qui ont formé tout le monde et qui forment tout le monde de manière obligatoire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent dans la boîte sont formées, les managers sont formés tous les 2 ou 3 ans à la prévention des violences. Il y a un baromètre annuel spécifique sur la question des violences pour mesurer les violences. Il y a des campagnes de communication, il y a un dispositif de signalement interne et externe, il y a des formations renforcées à la conduite d'enquête des RH. Enfin, ils ont fait ce qu'il fallait, quoi. Et là, on arrive à un niveau où on se dit, OK, c'est quoi l'étape d'après ? On a à peu près, quand on fait un baromètre, entre 90 et 95% des gens dans l'entreprise, c'est des entreprises de plusieurs centaines de personnes, voire milliers de personnes, qui disent qu'au cours de l'année écoulée, ils n'ont pas été confrontés à des propos sexistes ou des propos discriminatoires ou à du harcèlement sexuel. Et donc, avec un niveau de formation important, donc de capacité de détection plus important que la moyenne. Et donc, bon, on peut se fixer comme objectif d'être à 0 violence, mais si on attend d'être à 0 violence pour passer à l'étape d'après, on ne va pas y arriver. Et donc ma question, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait après ? Et pour moi, l'étape d'après, c'est de descendre en dessous dans les cas qu'on va traiter et de sortir des agissements sexistes et du harcèlement sexuel et de rentrer dans qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui est structurellement sexiste dans l'entreprise, l'organisation des réunions, la façon dont les gens prennent la parole en réunion, les dossiers, la répartition des dossiers entre les personnes, des choses qui ne pourraient pas forcément être qualifiées en tant que telles d'agissement sexiste ou de discrimination, mais qui de fait laissent perdurer des inégalités. C'est plus difficile, c'est moins acceptable socialement, parce que là, les gens ils disent vous allez trop loin, on peut plus rien dire, bon bref, la litanie quoi. Ils le disent déjà, mais encore plus. Mais pour moi, c'est ça qui m'intéresse quoi. C'est où est-ce qu'on va voilà. Et j'ai pas répondu aux politiques publiques, mais je m'arrête.
Si, deux mots. Et sur les politiques publiques, alors là, je vais perdre mon optimisme. Donc, ce qu'il faudrait faire, pourquoi est-ce que je perds mon optimisme? Parce que je suis intimement convaincue depuis juillet 2017, donc depuis que Emmanuel Macron est président de la République, et une de ses premières décisions a été de baisser le budget du ministère des Droits des Femmes de 30%, budget qui était déjà le plus petit de l'État, et d'avoir absolument rien à cirer de toutes les mobilisations féministes qui se sont passées depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Donc, pour faire des grands discours à l'Élysée, et faire applaudir Patrick Pelloux à la tribune, ça il sait faire. Grande cause du quinquennat. En 2017, c'était son discours d'ouverture de la grande cause du quinquennat, Patrick Pelloux à la tribune. Bon, il y avait une petite quinte de tout. On avait eu une petite quinte de tout dans la salle à ce moment-là. Ça il sait faire. Par contre, mettre en place des politiques publiques qui transforment la vie des gens, ça c'est... Enfin, si, il sait faire, mais pas dans le bon sens. Donc moi, je dis ce qu'il faudrait faire. Franchement, j'ai perdu tout espoir de changement avec ce gouvernement. Mais si jamais un gouvernement arrive et veut vraiment au pouvoir et veut vraiment changer les choses, je pense que l'État a un levier majeur vis-à-vis des entreprises sur la commande publique. C'est-à-dire que moi, j'ai monté ma boîte il y a 10 ans. J'ai commencé, la première chose à faire, c'est que j'ai répondu à des appels d'offres. Qu'est-ce que ça a fait changer dans mon entreprise? Le papier que j'utilisais. Parce que dans les appels d'offres, il y a écrit qu'il faut utiliser un certain format de papier. Bon, maintenant, on répond en ligne. Mais à l'époque, on envoyait les papiers par la poste, quoi. Ouais, c'était il y a 10 ans, ça fait genre très très vieux. Mais on envoyait les papiers par la poste. Et il fallait que j'achète un certain papier recyclé pour répondre aux appels d'offres. Je ne pouvais pas acheter n'importe quel papier. Ça peut paraître complètement anodin. N'empêche que depuis, on n'achète que du papier recyclé dans l'entreprise. C'est-à-dire que la commande publique, alors qu'avant, sincèrement... Bon, ma transition écologique était encore en chemin. Je faisais pas attention. Et donc, la commande publique m'a fait changer de comportement en tant que chef d'entreprise. Et je pense que l'État devrait imposer un certain nombre de choses aux entreprises en matière de harcèlement sexuel, de lutte contre le harcèlement sexuel, pour pouvoir répondre à des appels d'offres. C'est un levier, mais incroyable de transformation. Et un grand classique qui a toujours en fait été utilisé par l'État. Nicolas Souffeton. Non, suite à la discussion, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand on dit qu'il faut transformer les organisations pour lutter contre le sexisme et les VSS dans l'entreprise, c'est que les leviers ils sont multiples. La difficulté, c'est que je pense qu'il y a peu d'acteurs en fait qui a une vision globale de la totalité des leviers qui peuvent être utilisés. Donc peut-être qu'on a aussi besoin de temps d'échange comme ceci pour pouvoir aussi mieux se connaître les uns les autres et faire en sorte qu'on puisse voir l'étendue de la boîte à outils qui est la nôtre pour pouvoir transformer les organisations. Et en tant que mutualiste, que je pense important, c'est qu'on ne minimise pas la dimension santé dans la lutte contre les VSS, à la fois en prévention primaire et secondaire, mais aussi, et peut-être même surtout aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que la prise de conscience sur la partie prévention, elle commence à être opérée, y compris en matière de santé, mais par contre, sur la question de la prise en charge derrière, on reste avec un système de santé qui reste trop longtemps dans le continuum des violences et qui n'est pas en capacité de prendre en charge correctement ces éléments-là. Et là-dessus, ça va passer par la modification des politiques publiques. Ça a été dit tout à l'heure, la question de la formation initiale des professionnels de santé, elle est éminemment responsable de la perpétuation de certains éléments de sexisme et de VSS dans le système de santé. Mais il faut qu'on puisse faire évoluer l'ensemble du système de santé et qu'on nous donne les outils pour que les acteurs progressistes qui ont envie de le faire puissent le faire en respectant la réglementation, en respectant la manière dont sont organisés les établissements, mais en faisant aussi en sorte de pouvoir aller plus loin que ce que l'on est en capacité de faire aujourd'hui. Parce que sinon, on va transformer l'entreprise, transformer en partie la société, mais on restera avec un système de santé qui ne sera pas en capacité de prendre en charge correctement les personnes victimes de VSS et ensuite de les accompagner dans le soin et la réhabilitation. Gaëlle Maillard, en mode conclusion. On pourrait, effectivement, malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps et on aurait besoin de beaucoup plus de temps pour aborder tous les sujets et on n'a pas pu le faire et on ne pourra pas le faire même en une journée complète. Moi, je voudrais juste reprendre quelques points qui me semblent importants là. C'est l'importance de défendre, nous, en tant que syndicalistes représentants du personnel, la mesure et la mise en évidence pour sortir de la minimisation et mettre les vrais mots sur les vraies choses. La question de la formation, alors avec une petite précision, c'est que tout le monde n'est pas formé par EGAE ou accompagné par l'ANACT et que moi comme d'autres, on a récupéré en tant que formatrice syndicale des gens qui étaient référents dans leur CSE sur les questions de harcèlement, qui avaient été théoriquement formés. Je dis bien théoriquement. Honnêtement, j'aurais préféré qu'ils n'aient pas été formés.
parce que vu ce qui leur a été dit par des gens qui n'étaient pas spécialisés, qui étaient complètement à côté de la plaque sur ce sujet-là, c'était une cata. Donc c'était juste un point aussi pour nous, militantes et militants syndicaux, de formation, oui, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Une question aussi sur les outils de santé au travail. Alors c'est pareil, on aurait bien aimé en parler un peu plus, mais il y a la question de reconnaissance en accident du travail ou en maladie professionnelle sur ces sujets-là. Accident du travail, on y arrive parfois, et encore, c'est pas gagné, maladie professionnelle, comment dire, alors que quand on subit du harcèlement sexuel, les conséquences, pour moi, c'est bien une maladie professionnelle, hein, mais on en est quand même très très loin, donc on a encore tout un boulot là-dessus. Toute la question aussi, référente et référent, alors que ce soit au sein de l'entreprise ou les personnes qui seront identifiées, encore une fois, comme la militante de service, c'est ne pas nous laisser isoler. Ne pas nous laisser isoler. Protégeons-nous et protégez-nous aussi si vous vous investissez pas dans le sujet, si vous faites au moins ça. C'est pour ça qu'on travaille à l'UGIC sur la création d'un réseau de référentes et référents sur la question d'entreprise, mais pas que. Mais c'est aussi protégeons-nous. Et comme Séverine Lemire a pu le dire là, dans le travail social, il existe de la supervision, il existe des groupes d'analyse de pratique. En tant que syndicaliste, on n'a pas ça. Les violences qu'on écoute ou qu'on subit parfois, parce que au passage, c'est pas parce qu'on est militante formée qu'on ne subit pas de violence et qu'on n'arrive pas à les identifier quand elles s'appliquent à nous-mêmes. Voilà. Et dernier point, c'est sur l'organisation syndicale. Et nous, CGT, on a un devoir d'exemplarité non seulement sur ce qu'on défend à l'extérieur, mais sur ce qu'on fait chez nous. Et ça, c'est à chacune et chacun d'entre nous de s'en emparer. Et j'espère que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui sont là pour ça aussi. Voilà, Gaëlle Maillard a l'amabilité de faire les transitions à ma place. C'est de tout cela et d'autres choses qu'on parlera dans la 3e table ronde tout à l'heure. Merci infiniment à vous cinq, Gaëlle Maillard, Florence Chappert, Brigitte Grésy, Caroline Dehaas et Nicolas Souffeton, ainsi qu'à vous qui nous avez écoutés jusque-là, ici dans le public au CEDIAS Musée Social à Paris et partout ailleurs, à l'autre bout de votre machine à podcast. Rendez-vous pour l'épisode 3, un objet syndical, mais pas que. Salut.